Téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale. Nous recevons son Excellence Nabil Amar. Il est le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger. Il séjourne au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, dans le cadre de la 8e commission mixte Tunisie-Burkina Faso. Excellence, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous et merci d'être ici aujourd'hui. Je rappelle que vous séjournez donc au Burkina Faso dans le cadre de la 8e commission mixte Tunisie-Burkina Faso. Alors on va commencer cette interview avec des questions en lien avec la coopération Burkina-Tunisie. En quelle année les relations entre la Tunisie et le Burkina Faso ont été établies? On va fêter cette année le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Tunisie et le Burkina Faso. Nous sommes très heureux que pendant toutes ces décennies, nos relations ont toujours été fraternelles et fructueuses en même temps, entre les deux peuples et entre les deux pays. Et quels sont les principaux axes de la coopération entre le Burkina Faso et la République tunisienne? Notre coopération, et c'est très bien, elle est diversifiée. Et cette 8e session de la commission mixte a été l'occasion de dire que nous sommes, du côté tunisien, mais aussi du côté burkinabé, ouverts à l'approfondissement, à la diversification de notre coopération sur tous les plans et à tous les niveaux. Ça va de la formation, ça va de l'enseignement, ça va des rapatriements sanitaires, de la médecine, ça va à la sécurité. Donc il n'y a pas d'exclusion vraiment de domaine quand il s'agit de la coopération entre les deux pays. Nous sommes ouverts à tout. Ça inclut aussi l'artisanat, le tourisme, l'industrie, les services. Vraiment, nous sommes ouverts à tout. Alors, quel est l'état de la coopération entre les deux pays, c'est-à-dire le Burkina Faso et la Tunisie? Les acquis sont très intéressants, mais il y a un potentiel considérable entre les deux pays. Et nous espérons tous, nous attendons tous que cette 8e session soit un peu le déclic pour élever notre coopération bilatérale à un niveau et à un palier supérieur. Donc, les bonnes nouvelles, c'est que, vous savez, nous avons le feu vert de toutes les autorités politiques, hein, ça va de plus hautes autorités de l'État dans les deux pays, pour donner le feu vert et pour accélérer et booster la coopération bilatérale. Et ça, c'est très important parce que ça va beaucoup aider les opérateurs économiques de réaliser leurs projets et de densifier les projets de coopération et de créer la richesse pour nos deux opérateurs et nos deux populations et nos deux pays. Et c'est très bien que je sois accompagné, et nous avons veillé à cela, par une importante délégation, non seulement ministérielle, officielle, mais par une importante délégation d'hommes d'affaires, conduite par le président lui-même de l'UTICA, qui est le patronat tunisien. Et donc, ça s'est déroulé hier, ce forum économique, et avec des contacts très intéressants, et là aussi, dans des secteurs diversifiés. Et nous espérons qu'avec ces contacts-là, ça va donner des résultats concrets à nos travaux d'abord de la commission mixte, mais surtout, à l'avenir, davantage de création de richesses entre nos deux pays. Son Excellence, nous parlons toujours de cette commission mixte-là. Dans quel cadre se tient exactement cette 8e commission mixte Burkina Faso-Tunisie? Elle se tient justement après quelques années de fléchissement, essentiellement dû au Covid, qui a vraiment freiné beaucoup les activités, pour des raisons évidentes, mais aussi des raisons de calendrier. Chacun des pays, il fallait trouver une date, une période, mais depuis quelques mois en Tunisie, nous nous sommes dit, allez, maintenant il faut prendre les devants, il faut absolument rebooster la coopération avec les pays frères africains, et le Burkina était bien sûr parmi les premières priorités. Et
il y a eu des contacts politiques auparavant et je suis très heureux que ça ait abouti au déroulement de cette 8e session. Et quels sont les principaux sujets qui seront abordés lors de cette commission mixte-là? Comme je l'ai dit, je veux dire les sujets de coordination, les sujets d'échange de vues politiques sur les défis transversaux qui nous concernent tous en tant que pays africain, qu'il s'agisse de la sécurité, qu'il s'agisse de la stabilité, de la lutte contre le terrorisme, qu'il s'agisse de la lutte contre la traite, toutes sortes de trafics, y compris le trafic des êtres humains et la migration illégale et les bandes mafieuses qui s'enrichissent sur le dos de la misère humaine. Tous ces sujets ont été abordés, en plus des sujets de coopération bilatérale, ce qui concerne la santé, qui concerne le commerce, qui concerne l'investissement, qui concerne la présence des entreprises, aussi bien tunisiennes au Burkina, mais aussi, nous l'espérons, des entreprises burkinabées en Tunisie. C'est-à-dire que tout ce qui concerne la densification des relations économiques, commerciales, mais aussi politiques entre les deux pays a été abordé. Et l'excellente nouvelle, c'est qu'il y a une convergence de vues vraiment et d'analyse surtout à propos de toutes ces questions, y compris des questions de politique internationale, comme ce que nous considérons en Tunisie comme le génocide des Palestiniens, qui est quelque chose d'horrible et d'inacceptable, et que chacun doit dénoncer avec la plus grande vigueur, parce que il faut déjà être maintenant et dans le futur du bon côté de l'histoire. Il faut pouvoir, pour tous nos pays, pouvoir se regarder en face demain en disant nous avions eu la position qu'il fallait, conformément à nos principes. Son Excellence, nous allons revenir sur les précédentes commissions. Quel est l'état de la mise en œuvre des décisions issues justement des précédentes commissions? Alors justement, c'est un point important. Quand on fait une 8e session, c'est justement pour voir tout ce qui a été réalisé, tout ce qui a été réalisé et tout ce qui n'a pas été suffisamment réalisé pour pouvoir corriger le tir. Mais tout à l'heure, nous allons procéder à la conclusion et il y aura justement l'appréciation de tout ce qui a été réalisé et qui sera donc disponible pour les deux parties, mais je laisse la primeur au procès verbal de la conclusion qui sera signé par la suite. Mais ce que je peux dire, c'est que déjà dès hier, le retour que j'ai eu, c'est que les travaux se déroulent bien, avec beaucoup de fluidité, et ça veut dire que nous sommes dans le bon sens. Politique africaine, on en parle également. Quels sont les grands axes de la politique africaine de la Tunisie? Alors, vous savez que la Tunisie est un pays fondateur de l'Union africaine. Et les principes de la Tunisie vis-à-vis des politiques africaines, ce sont les principes vis-à-vis des autres partenaires non africains. La Tunisie est un pays qui ne s'interfère pas dans les affaires intérieures des autres pays et qui par conséquent n'accepte pas qu'on interfère dans ses affaires intérieures. La Tunisie, dans son ADN, c'est de respecter les principes humains, c'est de n'intervenir que pour trouver des solutions, que pour contribuer positivement à toute difficulté qui se présente, à régler les conflits ou les différends par la voie pacifique, à promouvoir la coopération avec tous les partenaires et avec la coopération sud-sud également, bien sûr, pour, comme je l'ai dit au cours à plusieurs reprises, pour de plus en plus nous réapproprier les valeurs ajoutées créées sur les pays de notre propre continent. Donc la Tunisie est vraiment un pays pansement, un pays ami, un pays pacifique. Ça a toujours été ses principes. La Tunisie a aussi été parmi les premiers à être solidaire de tous les pays africains du continent quand il s'est agi de libérer nos pays du joug colonial et de libérer nos peuples.
Nous étions en première ligne, nous avons assisté par l'idée, par les idées, par le combat politique, par les contacts, mais aussi matériellement avec tout ce qu'on pouvait. Aujourd'hui, le combat, je dis bien le combat où les enjeux ne sont pas moins importants, puisqu'il faut davantage progresser dans l'indépendance économique de nos pays. Tout le monde parle de l'Afrique comme le continent de demain, mais ils disent ça en pensant aux richesses naturelles, en oubliant, en négligeant, en repoussant. La première de nos ressources, ce sont nos femmes et nos hommes, nos filles et nos garçons. Ceux-là, ils les repoussent, mais ils veulent venir pomper les ressources naturelles. C'est pour ça que maintenant, il faut que tout le monde soit conscient et qu'on se dise bien qu'il faut que cette valeur ajoutée, nous avons tout sur notre continent pour vivre bien, pour développer notre continent. C'est un réserve de développement considérable, le plus important sur la planète. Donc c'est à nous de relever nos manches et de travailler ensemble pour une coopération gagnant-gagnant. Et d'ailleurs, ça existe, en tout cas entre le Burkina et la Tunisie, ça existe. Moi j'ai pu visiter en excellente introduction, avant que nous commencions nos rencontres officielles, 3 ou 4 entreprises tunisiennes installées au Burkina, tous très contentes d'être là et de travailler ici, très bien intégrés et avec un potentiel, et tous ont dit qu'il y avait un potentiel considérable. Ça va dans le bon sens. Excellent, cette fois-ci nous allons parler du terrorisme. Quel est le meilleur moyen de lutte contre le terrorisme en Afrique? Il faut, vous savez, à chaque fois qu'il y a un problème, il faut voir quelles sont les causes. Quelles sont les causes? Et les causes, elles sont diverses. Elles sont dues d'abord à des interventions qu'il faut dénoncer. Elles sont dues aussi à la prédation économique, parce que derrière le terrorisme, ce sont des enjeux financiers colossaux, ce sont des trafics. Alors c'est là où se rejoignent les agendas politiques et les agendas économiques mafieux. Et c'est au cœur de cette équation-là qu'il faut trouver les causes profondes du terrorisme. Mais le terrorisme se nourrit aussi des jeunes désœuvrés, des jeunes qui ne sont pas occupés et qui ne sont pas formés. Donc il faut beaucoup agir sur la scolarisation, sur l'éducation des jeunes, pour les informer des dangers, et comment ils sont recrutés. Et il faut leur montrer que l'État s'intéresse à eux, qu'il y a des projets pour que, d'abord il faut qu'ils soient bien formés et qu'ensuite ils trouvent un emploi. Ça c'est la première, pour ne pas être captés par les groupes terroristes, les groupes mafieux, qui par la suite vont les utiliser. Il faut toujours chercher les causes qui sont derrière. Vous savez, ces jeunes-là qui commettent des attentats terroristes, il faut voir ce qu'il y a derrière. Qui les a recrutés? Et ceux qui les ont recrutés, qui les finance? D'où ils ont ces armes-là? C'est pas nous qui produisons ces armes. C'est pas nous qui avons cet argent. Cet argent, s'il vient de commerce illicite ou de la drogue, qui c'est qui consomme cette drogue-là? Où c'est qu'elle est produite? C'est toutes ces questions-là qu'il faut poser. Et puis après, on démantèle les réseaux. Et puis il faut dénoncer. Et puis il faut informer les gens. Il n'y a que comme ça. C'est une lutte qui est sur tous les fronts. Comme l'a dit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Nous allons donc parler du volet éducation et culture. Alors, Excellence, le secteur éducatif est très développé en Tunisie. Pourquoi avoir misé sur ce secteur? Je pense que à l'époque, juste après l'indépendance, le président Bourguiba et le président Mandela, des années après, ils avaient les mêmes réflexion logique. Il faut éduquer la population pour lui donner les meilleurs atouts pour accomplir une vie saine et au profit du pays. L'éducation, elle est à la base de tout. Et c'est vrai qu'en Tunisie, on travaille jusqu'au tiers du budget de l'État qui est consacré à l'éducation. Et dans tous les villages, il fallait généraliser l'école publique, filles et garçons.
Voilà, donc il y a eu ça, mais il y a eu aussi le planning familial pour faire en sorte que les filles, les femmes ne soient pas prisonnières du fait qu'elles doivent toujours enfanter et ne peuvent plus accomplir. Donc il fallait rétablir cette égalité entre les filles et les garçons. Et le mot d'ordre, pendant les premières décennies après l'indépendance, c'était filles et garçons dans les villages à l'école, et à l'école publique. Et même pour les inciter davantage, il y a eu des repas qui ont été distribués. Donc beaucoup sont allés à l'école parce qu'il y avait aussi des repas. Voilà. Et donc, non seulement ils se nourrissaient, mais en plus, ils étaient à l'école. Donc, et ça a donné un levier, certainement, un levier très important pour... quand vous avez une population qui est éduquée, c'est pas la même chose que quand il y a une population qui n'est pas éduquée. Vous avez beaucoup plus de problèmes avec une population qui n'est pas éduquée. Et donc, voilà pourquoi c'était une priorité. Et tous les pays du monde le disent. Nous, on l'a fait, mais il faut continuer. Vous savez, avec le temps, les choses s'érodent, les défis deviennent de plus en plus grands, il y a des choses à réformer, y compris dans l'école, en Tunisie. Et puis, c'est ce qu'il faut faire aussi, c'est ce que nous sommes en train d'entreprendre. La Tunisie est un carrefour des arts et de la culture. Comment se porte le secteur aujourd'hui? Là encore, je fais le lien. Éducation, culture, c'est très lié, vous savez. Et c'est aussi un secteur qui manque, mais qui manque toujours de moyens, la culture. Mais c'est un secteur à qui nous avons donné beaucoup d'importance. Et je sais qu'avec le Burkina, il y a des relations très intéressantes parce que vous êtes aussi un pays de culture et de cinéma et de festivals culturels, et la Tunisie aussi. Et je sais que la présence des deux pays dans les festivals réciproques existe et la participation existe, et ça c'est très bien, et il faut dynamiser tout ça. Avec la culture, et puis la culture aussi a une conséquence économique. Nous avons la chance en Tunisie, mais aussi au Burkina, d'être un pays où il y a beaucoup de civilisations qui sont ici, qui ont vécu sur notre territoire, qui chacune a laissé un legs. Il y a tous ces messages culturels qui sont importants à divulguer, mais ils ont un impact économique aussi. C'est-à-dire que vous pouvez créer des tas de projets autour de tout ce patrimoine culturel de chaque pays et attirer les touristes et promouvoir le tourisme culturel aussi, à côté du tourisme balnéaire ou le tourisme... Voilà, des congrès, par exemple, comme on développe en Tunisie, mais le tourisme culturel est aussi très important. Nous allons aborder d'autres questions, toujours en lien avec la Tunisie qui avait été accusée dans certains médias de maltraiter les subsahariens. Votre réaction? Je trouve que votre question est très bien introduite, parce que malheureusement c'est bien ça, de quoi il s'est agi. Le phénomène, nous ne l'avons jamais nié. Le fait qu'il y ait des migrants illégaux, ça et par centaines tous les jours, nous ne l'avons jamais nié. Et aucun pays ne peut accepter cela, parce que ça a des conséquences qui sont très néfastes. Mais nous avons toujours dit que c'est un phénomène qu'il faut appréhender entre tous les pays concernés. Ce n'est pas un seul pays seulement qui est concerné. Et pour trouver la solution à cela. La solution, c'est qu'il faut trouver de l'emploi et de créer de la richesse pour que ces jeunes-là ne soient pas tentés par quitter les pays et aller dans d'autres pays de façon illégale. Nous avons aussi dit qu'ils sont des victimes. Ces gens-là sont des victimes des réseaux mafieux. Les réseaux mafieux gagnent beaucoup d'argent en organisant ce trafic. Beaucoup d'argent, des sommes colossales. Bien. Nous avons dit donc que tout le monde est concerné. Nous avons aussi dit que nous ne pouvons pas en tant que pays jouer les policiers pour les Européens. Les Européens, s'il y a ce trafic-là, c'est parce qu'il y a un appel en Europe. C'est parce que les gens trouvent. On a dit, c'est pas nous qui sommes responsables de tout ça. Ils ont voulu nous accuser de tout cela, mettre pression sur nous pour que nous fassions des camps chez nous, et que nous gardions toutes ces personnes-là, ou qu'on les empêche d'aller vers les autres côtes. Nous avons des moyens limités, comme chaque pays. Il faut comprendre ça. Nous sommes en train de surveiller la mer, par exemple, alors que nos voisins du Nord ne le font pas.
Et nous, chaque jour, la marine tunisienne est en train de sauver. Chaque jour, la marine tunisienne sauve des vies humaines en mer. Chaque jour. Parce que nous sommes humains. Alors quand on a poussé ce cri pour dire, regardez, il y a un problème, il faut que tous... Les gens ne s'occupaient pas de ça. Ils voulaient que ce soit nous qui résolvions ce problème-là. Alors, quand on a été ferme et qu'on a dénoncé cette situation-là, bien sûr, les groupes de médias qui sont très intéressés, qui ont un agenda politique pour la Tunisie, pour eux, la Tunisie est en train d'aller dans une direction politique qui ne les arrange pas. Et c'est lié à d'autres questions, y compris des questions régionales, de normalisation avec le sionisme, etc. Tout ça. Alors, comment on va faire pression sur ce pays? Alors, on va l'accuser de tous les maux. On va dire qu'ils ne sont pas démocratiques, c'est un recul démocratique. On va dire qu'ils font du populisme. On va dire le chef de l'État ceci, le chef de l'État cela. Le chef de l'État a cité des études. Ça ne veut pas dire qu'il les a écrites. Ça ne veut pas dire qu'il croit à ces études-là. Mais le chef de l'État, il voit toutes les plaintes de milliers de familles qui disent que c'est une situation avec des conséquences dramatiques. Non seulement pour ceux qui sont là-bas, mais pour ceux qui viennent. Les cas sont terribles. Des femmes qui engendraient comme ça en pleine nature, mais une misère terrible. Alors, ça a été, bien sûr, ça a été exploité par les médias, mais ça a été aussi, et le relais en Tunisie, je ne vous dis pas qu'il n'y avait pas de relais, il y a des relais en Tunisie qui voulaient mettre les autorités en difficulté, contre de l'argent. Parce que beaucoup d'entre eux bénéficiaient de ce trafic aussi, ils employaient ces personnes-là en payant le tiers. Donc, c'est pas tenable, ce n'est pas humain. Il faut dénoncer ça, il faut lutter. Et on s'est retrouvé un petit peu seul. Bon, depuis, il y a eu des progrès, un petit peu, ils ont baissé un peu cette campagne médiatique qui était malsaine. Mais je crois qu'on a clarifié un petit peu la situation. Et puis, ils ont voulu, bien sûr, mettre la zizanie entre nous, pays africains. Et ça, dès le début, nous, aux affaires étrangères, nous avons invité les ambassadeurs africains pour leur dire, ne rentrez pas dans ce jeu-là. Ils veulent mettre la zizanie entre nous. Et si nous avons des problèmes, il faut les résoudre entre nous, avec des contacts directs entre nos responsables. Et on l'a fait. Au téléphone, j'ai réglé tant de questions. Nous avons pris des mesures pour faciliter le séjour. Et puis, je ne vous dis pas qu'on n'a pas des voyous et des bandits. Il y en a. Mais en aucun cas, ce n'était une politique d'État. En aucun cas. Et ça ne peut pas l'être. La Tunisie est un melting pot. Nous sommes le Brésil de l'Afrique du Nord. Nous avons accueilli nous vivons en grande partie du tourisme aussi. Comment peut-on qualifier un pays qui accueille des millions de touristes par an comme un pays de racistes? Ça ne tient pas debout. C'est un mauvais procès qui a été fait à la Tunisie. C'est une fuite de responsabilité de ceux qui l'ont fait. Et puis, il y a un agenda politique derrière. Ça ne les arrange pas que ce pays veuille se reprendre en main. C'est ce qui se passe au Burkina aussi. Il y en a que ça dérange. Tout ça est connu. Mais il faut le dire pour responsabiliser tous ces groupes d'influence qui ont mené cette mauvaise politique. Nous ne pouvons pas vous recevoir sans poser cette question. Comment se porte la diaspora tunisienne au Burkina Faso? Ils sont 300, pas beaucoup plus. J'ai rencontré certains d'entre eux, une bonne centaine quand même, un petit peu moins. Ils sont tous ravis d'être ici. Ils ont tous dit énormément de bien à propos du peuple burkinabé, sa chaleur, son accueil, sa facilité de travailler avec les étrangers. Tout ça, c'est bien. Ça nous ressemble aussi, Tunisiens. Et ils ont surtout dit qu'il fallait faire davantage et faciliter davantage pour que nos relations économiques et commerciales soient plus fluides. Et c'est le message que je vais emporter avec moi parce que nous sommes aussi en Tunisie dans une dynamique de diminuer toutes les procédures administratives et tous ces ralentissements qui affectent toute idée de projet ou toute amélioration de relations d'investissement ou économique ou commercial. Donc ils sont très contents et ils m'ont fait passer des messages très positifs. Voilà.
Et quelles sont les perspectives de la coopération entre le Burkina Faso et la Tunisie? Encore une fois, elles sont bonnes. Elles sont bonnes. C'est à nos opérateurs maintenant, puisque le cadre politique est favorable, puisque l'entente entre les responsables politiques est excellente. Maintenant, tout ça va faciliter la vie à nos opérateurs. Il faut qu'ils se connaissent davantage. Et c'est avec ce contact-là que les idées de projet vont émerger. Le potentiel existe. Et c'est facile, le potentiel existe dans tous les secteurs quasiment. Donc, où est le problème? Il y a qu'à mettre en œuvre cela et réfléchir entre nous, nous rencontrer, participer aux foires, aux forums, etc., pour que naissent des idées de projet et qu'ils soient concrétisés. Excellence, nous sommes à la fin de l'entretien. Nous allons demander votre mot de fin. Ben, je voudrais dire merci à la chaleur du Burkina, qui m'a accueilli, mais toute la délégation qui m'accompagne avec vraiment d'excellentes conditions. Je veux dire aussi que nous devons développer notre coopération, non seulement entre la Tunisie et le Burkina, mais la coopération sud-sud avec tous les partenaires africains aussi. La Tunisie est plus que disposée à ça, et je veux absolument dissiper cette idée malsaine que certains groupes de pression et avec un agenda politique ont essayé de disséminer entre nous, pays frères africains et peuples frères africains, qui partageons tellement de choses en commun. Voilà ce que je veux dire. On espère que le message est bien passé. Merci bien. C'est moi qui vous remercie. C'est ici que prend fin cette émission spéciale. Je rappelle que nous étions en entretien avec son Excellence Nabil Amar, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger. Je rappelle également qu'il séjourne au Burkina Faso dans le cadre de la 8e commission mixte Burkina Faso-Tunisie. Merci à vous et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle émission.